Et nous commençons par cette affaire qui relance le débat sur l'immigration. Ce maire qui refuse de marier une personne sous OQTF. Vous réagirez, s'il vous plaît. Éric Ciotti, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président de l'UDR, député des Alpes-Maritimes, notre invité. Avec moi, Florian Tardif, notre confrère de Paris Match. Et d'abord vous, Pierre Barbin, expliquez-nous d'abord, parlez-nous de cet homme, ce maire de Chécy, en Seine-et-Marne. Oui, je voulais vous mettre en avant cet homme, vous parler de cet homme en tout cas. C'est l'homme qui a dit non. Non au mariage d'une personne sous OQTF. Vous le voyez à l'image, il s'appelle Olivier Bourgeot. Il est maire de Chécy en Seine-et-Marne depuis 36 ans. Il n'a pas d'étiquette politique. Il a été élu pour la première fois en mars 1989. Toujours réélu. On est allé le voir dans la commune cet après-midi. Écoutez-le, il se présente lui-même. Bonjour, Olivier Bourgeot, ancien maire de Chécy. Ancien maire. Ancien maire, il ne l'est plus. Ancien maire. En tout cas, il se considère comme ancien maire parce qu'il a démissionné, tout comme l'ensemble de ses adjoints. Qu'est-ce qu'on sait de l'homme sous OQTF qui voulait se marier ? Il a donc une obligation de quitter le territoire français, on le dit souvent OQTF, depuis 2022. Plus de 3 ans maintenant. Mais en mars dernier, il a décidé de vouloir se marier à l'hôtel de ville de Chécy, que l'on voit ici à l'image. Il a eu gain de cause pour une union, parce qu'il a demandé justement, il a fait appel à la justice. Il a eu gain de cause. La justice lui a dit « Oui, vous pouvez vous marier, vous êtes sous OQTF, mais vous pouvez vous marier. » Et donc une union avant la fin de l'année, ici à Chécy. Mais le maire, on le comprend, il a dit non. Et il explique pourquoi. Que l'État qui ne fasse pas son boulot et qui nous demande à nous finalement de légaliser la présence sur le territoire de quelqu'un qui ne devrait pas y être, je pense que c'est quelque part absurde. Parce que si je commence à légaliser ça de cette façon-là, je peux aussi faire bien d'autres choses. Je veux dire, demain, je vais avoir quelqu'un qui va venir construire une maison sans permis sur un terrain qui ne lui appartient pas. Alors il ne remet pas en cause la fidélité ou la structure de ce couple, la sincérité si on peut dire ainsi, mais il dit, je cite, il ne veut pas pallier les carences de l'État. Qu'en pensent les habitants ? Et justement, comme on est allé justement dans cette commune de Chécy en Seine-et-Marne cet après-midi, on leur a posé la question, on leur a tendu le micro, et écoutez, ils soutiennent fermement leur maire. J'ai été très surprise, mais je suis complètement d'accord avec ce qu'ils ont décidé. Alors justifiée, je sais pas, mais très courageuse en tout cas. Parce qu'on est en période d'élection municipale, c'est en mars. Il va au bout de ses convictions, il n'essaye pas de faire obstacle à la justice, il n'essaie pas de forcer la décision, mais il décide de s'en aller. Ce qu'il faut enfin savoir, c'est que le maire de Chécy pourrait se retrouver lui-même poursuivi par la justice, car il a refusé de marier cet homme sous OQTF. C'est une infraction pénale. Voilà ce qu'a dit le procureur de la République de Meaux. Éric Ciotti, est-ce qu'il a raison ? Naturellement, il a raison. On est dans une situation ahurissante, ubuesque. 75% des Français avaient exprimé l'année dernière dans un sondage leur opposition à ces mariages entre une personne en situation irrégulière et une autre personne. Souvent, ce sont des mariages blancs. Ce sont des mariages pour avoir des papiers. Vous savez, j'avais pris une initiative, vous vous en souvenez sans doute, à l'Assemblée nationale au moment de la journée d'initiative parlementaire de l'UDR, c'était en juin 2024, en juin 2025, pardon, cette année, et nous avons débattu quasiment toute une journée pour changer la loi. Cela était consécutif notamment à la condamnation de Robert Ménard, enfin en tout cas au fait qu'il était renvoyé devant la justice parce qu'il avait eu la même attitude. On a eu une opposition absolue de la gauche, on a eu une lâcheté totale de la Macronie et on a eu une absence des Républicains. Il n'y avait aucun député dans l'hémicycle, sauf le regretté Olivier Marleix. Voilà cette situation. Est-ce que vous espérez que ça lance... Depuis des années, c'est une forme d'impuissance du politique. Est-ce que vous espérez que ça lance un mouvement, c'est-à-dire que des élus, maires ou autres, en réalité manifestent par des actions de ce genre leur opposition à la politique d'OQTF ? Bien sûr, mais je regrette que des maires soient contraints d'en arriver là. C'est aujourd'hui l'impuissance de ceux qui nous gouvernent par lâcheté. Pourquoi le gouvernement a refusé de soutenir ce texte? Pour donner des gages à la gauche, parce qu'ils sont otages de la gauche. Cette gauche idéologique, cette gauche aveuglée par des barrières politiciennes. Les Français réclament que ces mariages illégaux s'arrêtent. Et il y a aujourd'hui une volonté
très largement majoritaire dans le pays, de s'attaquer à l'immigration irrégulière. Et on a ceux qui nous dirigent qui restent impuissants dans leur absence de courage, dans leur lâcheté. C'est ce qui nuit à la politique, c'est ce qui installe cette défiance. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ceux qui nous gouvernent n'ont plus aucune crédibilité, des socialistes aux amis de M. Wauquiez, parce qu'ils en parlent beaucoup, et là, ils vont venir sur votre plateau, sur d'autres, exprimer des positions définitives. Et puis, lorsqu'il s'agit de voter à l'Assemblée nationale, soit ils sont absents, soit ils sont opposés. On se rappelle que la Cour des comptes avait retenu les chiffres. Hein. Oui, sur les OQTF, c'est à peu près 10%, c'est ce qui avait été évoqué. Mais Qui ne sont pas exécutés. Qui ne sont pas exécutés. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs exemples, comme on le voit ainsi. Il y en a 10%. Oui, seulement 10% qui sont exécutés. Seulement 10% des obligations de quitter le territoire français qui ont été exécutées 90% qui ne sont pas exécutés. Entre 2012 et 2021. Et c'est vrai que les maires ont du mal à comprendre comment ils peuvent être obligés de marier quelqu'un qui est... Et on se rappelle, je ne sais pas si vous vous rappelez de la circonstance extraordinaire, la Cour des comptes avait dit on va retenir le chiffre parce qu'on ne veut pas troubler le débat sur l'immigration, sur la loi immigration. C'était sur la loi immigration au début de l'année 2024. Cette loi qui n'a rien donné. Votre avis, toutes les autres. Éric Ciotti, sur ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est un des autres événements de la journée, c'est le président de la République qui s'est rendu à Marseille, il s'est recueilli sur la tombe de ce jeune homme qui a été assassiné, son frère lanceur d'alerte, et écoutez la proposition qu'il fait pour frapper aussi les consommateurs. Maintenant, on va changer drastiquement sur deux trucs. Un, les procédures de recouvrement. On va mettre des commissaires de la République pour aider les finances publiques et la justice à aller recouvrer. Deux, on va le passer à 500 € l'amende. 500 €, parce qu'il faut taper au portefeuille ceux qu'on attrape avec de la drogue. Parce que ça n'est pas festif de se droguer. Éric Ciotti, appuyez-vous. J'ai envie de dire à personne qui intervient qu'elle devrait se présenter à la présidence de la République pour agir. Mais ça fait 9 ans que M. Macron est au pouvoir, 9 ans. Mais que n'a-t-il fait pour combattre le narcotrafic? Cela étant, est-ce qu'il a une bonne idée là? Est-ce que vous appuyez son idée? J'y suis favorable, non seulement j'y suis favorable, moi je propose. Vous dites bravo Macron, regardez, ça arrive, tout arrive dans la vie. Je ne dis pas bravo Macron, parce que je dis la politique, ce n'est pas que de la communication. Moi, je suis favorable à 1 000 €. J'ai déposé une proposition de loi. 1 000 € qu'on comprenne bien, c'est-à-dire celui qui fume un joint, pour être clair. Consommation. Donc, c'est très clair. Quelqu'un qui fume un joint, 1 000 € d'amende. Il faut taper au portefeuille. Il a raison, je reprends les mêmes mots, ou il reprend les miens, je les ai tenus des dizaines de fois. Vous êtes d'accord, Florian Tardif? Un joint, 1 000 €? Pourquoi on le fait pas? Oui, un joint, 1 000 €, enfin 500, 1 000 €. En tout cas, il y avait pendant assez longtemps, puisque c'est quand même le gouvernement actuel qui a mis en place cette amende forfaitaire, une certaine hypocrisie de la part des politiques. Pourquoi? Tout simplement parce que cette amende forfaitaire, quand elle était minorée, c'était 150 €. 150 € pour un consommateur. Alors, je ne vais pas prendre le joint, je vais prendre la cocaïne qui coûte un peu plus cher. C'est 2 grammes de cocaïne environ. 2 grammes de cocaïne pour quelqu'un qui consomme assez régulièrement de la cocaïne. Payer une amende de 150 €, c'est pas si grave. Attendez, Éric Ciotti, quand vous entendez sur ce plateau Louis Sarkozy dire « je suis pour dépénaliser non seulement le cannabis, mais aussi la cocaïne ». J'y suis totalement hostile. C'est une erreur, c'est une faute. Ça, ce sont les libertariens dont il fait peut-être partie. Après, on va libéraliser l'héroïne. On va libéraliser la drogue du zombie. Jusqu'où est la limite? Il faut poser des interdits. Et il ne faut pas laisser franchir ces interdits. Moi, je vais même au-delà de la proposition de l'amende forfaitaire délictuelle. Elle était trop faible. C'est pour ça qu'on a demandé qu'elle soit plus haute. Mais moi, ce que je demande, c'est que ceux qui subissent une amende, leur nom soit publié. Le name and shame. Voilà, la honte, le nom et la honte. Que ceux qui... Attendez, j'ai pas compris. Le nom de qui doit être publié? De ceux qui subissent une amende forfaitaire. Ah, donc vous fumez un joint, vous avez une amende et on publie votre nom. Voilà, leur nom est publié. Il y aura beaucoup de gens, il y aura pas mal de gens dont le nom sera publié. Oui, mais ça sera très dissuasif. Millions de consommateurs. Ça sera très dissuasif, sans doute plus que l'amende. C'est une proposition que j'ai formulée depuis longtemps. Je l'ai déjà énoncée chez certains de vos confrères il y a plusieurs années même. C'est de dire, vous passez en correctionnel. Aujourd'hui, plus personne ne passe en correctionnel pour consommation de drogue. Vous passez en correctionnel, c'est une audience
publique. C'est une audience publique. Vous recevez une amende, c'est quelque part pour soulager les tribunaux. Allez, je vous pose la question. C'est une question très banale qu'on pose aux politiques. Est-ce que vous avez déjà consommé une fois de la drogue? Jamais. Même pas, même pas un peu de cannabis. J'ai fumé une demi-cigarette dans ma vie quand j'avais 18 ans. Vous êtes un saint. Dans une boîte de nuit. Non, vous êtes un saint, Éric Ciotti. Mais sur ce écoutez bien. Ce plan-là. Écoutez bien les choix de Florian Tardif. Florian Tardif, notre confrère de Match, il y a 3 choix d'infos, dont un sans doute qui vous fera réagir. Oui, parmi ces choix d'infos, il y a notamment Brigitte Macron qui s'est exprimée par rapport à la polémique de la semaine dernière où elle a été, on l'a invitée à réagir par rapport à ses propos tenus concernant les sales connes. Je reprends ce qu'elle avait dit au moment de son soutien, puisque c'était quand même un soutien affiché à Harry Habitant. Donc moi, je suis assez partagé sur cela. Peut-être qu'on peut parler de la crise agricole en premier. Deuxième choix. Au cœur de l'actualité, le gouvernement qui s'en charge aujourd'hui tout simplement parce que la crise agricole, les agriculteurs sont tout de même une profession très organisée, très syndiquée, et en général depuis les années 60, les agriculteurs font peur au pouvoir, tout simplement parce qu'ils sont capables de mobilisation assez intense. On l'a vu ces derniers jours, d'où cette mobilisation accrue pour un phénomène qui certes les inquiète, mais qui n'est pas si inquiétant. On ne va pas revenir sur cette maladie-là. Troisième choix, la voiture thermique. C'était le grand projet écologique. C'est vrai, c'était le grand projet écologique. Ça faisait partie du grand pacte vert européen. L'Union européenne est revenue dessus. On voit la voiture sale sauf sa peau. Effectivement, tout simplement parce qu'on a revu nos ambitions à la baisse. C'est plutôt salutaire, tout simplement parce qu'à un moment, voilà, les politiques, on en parlait peut-être tout à l'heure, sont confrontés à la réalité. Et la réalité aujourd'hui, c'est que malheureusement, la demande ne correspond pas à l'offre du marché. Donc voilà, il y a une adaptation. Après, il ne faut pas que cet ajustement dans les années à venir nous conduise à revoir nos ambitions, qu'elles soient climatiques ou en termes d'investissement, à la baisse, tout simplement parce que si l'Europe n'a pas réussi ce pari de basculer dans le tout électrique, d'autres l'ont fait et d'autres sont en train de le réussir. C'est un renoncement historique, franchement. C'est un renoncement historique, mais aussi parce que peut-être on n'a pas mis des milliards et des milliards d'euros. Je voulais citer la Chine, c'est quasiment 200 milliards d'euros qui ont été mis. Le calendrier choisi était aussi une erreur historique. Était un cadeau fait à nos concurrents chinois et américains et est en train de détruire la dernière grande industrie européenne. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? D'abord, première réaction. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour vous qu'on renonce à ce 2035, qu'on arrête l'essence et le diesel, la vente? Les choix qui ont été faits étaient des choix totalement erronés, qui auront des conséquences en termes de millions d'emplois détruits en Europe. Pour la France, ce sont 500 000 emplois qui risquent de disparaître, qui étaient menacés. Après avoir détruit la sidérurgie, après avoir fragilisé l'industrie nucléaire, on fragilisait notre dernier atout, c'était l'industrie automobile à un rythme qui est totalement délirant. Pourquoi ? Pour importer des voitures chinoises avec des batteries qui sont financées, qui sont produites avec l'extraction de minerais. La chaîne climatique, elle est autant détériorée avec les voitures électriques qu'avec ces voitures thermiques produites en Europe. Il faut travailler sur le carburant de synthèse. Éric Ciotti, il faut travailler sur des moteurs propres. Éric Ciotti, et pas importer des moteurs chinois. Dites le fond de votre pensée. Est-ce que ça vous fait plaisir? Lisons ce que disait Donald Trump. C'était en septembre, 23 septembre. Ne tombez pas dans le piège de l'arnaque verte. Sinon, votre pays est voué à l'échec. Il y a très peu de personnalités, même de droite, en Europe, qui tiennent ce discours. En général, elles disent ou elles font semblant de penser que le climat, quand même, c'est la cause prioritaire. Moi, j'ai vu beaucoup de gens de droite face caméra qui disent « Oh là là, le climat, on est très inquiet ». Et puis juste après, ils vous disent « Oui, bon, on exagère ». Vous pensez quoi, au fond? Moi, je ne suis pas du tout climato-sceptique. Il est évident de voir que le climat change. Il est évident de voir que la planète se réchauffe. Après, les mesures européennes pour lutter contre ce réchauffement, dans un monde où 40% de la pollution vient de la Chine, une partie des États-Unis, une grande partie de l'Inde, c'est nous tirer une balle dans le pied et faire un cadeau à nos concurrents. Donc on fait quoi? On laisse les autres, on attend que les autres fassent des efforts. Ne soyons pas naïfs. Quand on produit en France 0,5% de l'émission des gaz à effet de serre de la planète et quand il y en a 35 en Chine,
Chine et qu'on va importer des voitures chinoises, on est un peu ridicule et on est un peu naïf. Donc je le dis, c'est une décision qui est logique. Et ce qui était illogique, c'était ce calendrier, qu'on aille vers l'électrification des moteurs à un rythme mesuré et un rythme raisonnable, oui, mais on ne peut pas détruire notre industrie automobile. Il y a des moyens. On peut travailler aujourd'hui sur le carburant de synthèse. C'est avec des moteurs thermiques. Ça, c'est un enjeu scientifique. Ça, c'est un enjeu rationnel. Un mot encore. Installer des batteries qui pèsent très lourd, qui sont produites avec des minerais qui détruisent eux aussi, dont l'extraction porte atteinte à la planète. Un mot encore sur ce qui va se passer là bientôt, d'ici la fin de l'année, les déclarations de Nicolas Sarkozy sur non pas l'union des droites, là ça a été un peu déformé, mais sur la fin du front anti-RN. Est-ce que pour vous, quelque chose se passe ? Bien sûr. Qu'est-ce qui se passe ? Je crois avoir été un des premiers, en tout cas le dernier président des Républicains libres, parce qu'aujourd'hui ils sont otages de la Macronie et des socialistes. Ils sont majoritaires encore. À porter cette alliance. Donc naturellement, je me réjouis qu'il y ait cette évolution. Certains auraient dit la poutre bouge. Oui, il faut qu'il y ait une alliance des patriotes pour aujourd'hui balayer tout ce système impuissant. On l'a vu, on en a parlé sur les mariages avec les OQTF. Un mot peut-être sur les agriculteurs. Alors court, parce que ce qui s'est passé d'une extrême gravité, les agriculteurs sont sans doute aujourd'hui ceux qui souffrent le plus, qui travaillent le plus. On a aujourd'hui, avec une forme d'inhumanité, on a envoyé des blindés de la gendarmerie, on a envoyé des moyens policiers, des hélicoptères, ceux qu'on n'envoie jamais dans les cités de Marseille pour combattre la DZ Mafia, attaquer, disons, pour maintenir l'ordre face à des agriculteurs qui légitimement sont en colère parce que leurs troupeaux, et je ne rentre pas dans le débat sanitaire, mais il y a un attachement à leurs troupeaux. On vient les abattre dans des fermes, même dans leurs fermes, même pas dans des abattoirs. Donc il y a une forme d'inhumanité de ce pouvoir qui ne comprend pas ceux qui souffrent, qui ne comprend pas ceux qui travaillent. Et on déploie des moyens. Alors, on est fort avec les faibles et faible avec les forts. C'est ça le pouvoir macroniste.